Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui va changer complètement la façon dont vous utilisez Cloud. Parce que si vous utilisez uniquement pour poser des questions et obtenir des réponses, sachez que vous n'exploitez qu'à peine 20% de ce qui peut vraiment faire pour vous. Et ce n'est pas une exagération. Il existe des façons d'utiliser Cloud que la majorité des gens ne connaissent pas. Je dirais même 90% ne connaissent pas. Des façons qui vont vous faire gagner des heures chaque semaine, améliorer la qualité de votre travail et vous donner un avantage réel sur ceux qui utilisent cet outil de manière basique. Et je vais vous les présenter une par une dans les délais pour que d'ici la fin de cette vidéo, vous sachiez exactement quoi mettre en place dès aujourd'hui. Alors, on commence. Le premier point, la création des documents. Et c'est très probable, celui que tout le monde rate, parce que la plupart des gens passent encore des heures sur Word, sur Canva, sur des logiciels compliqués à essayer de mettre en place des documents qui ont l'air professionnels. Ils cherchent des templates sur Internet, ils les copient, ils les adaptent mal l'adroitement et au final, le résultat ne leur ressemble pas du tout. Ce que Claude peut faire à ta place, c'est absolument remarquable. Vous lui décrivez ce que vous voulez, un contrat, une affiche, un faire-part, un rapport, une présentation, et il vous le crée de A à Z. Pas un brouillon approximatif, pas un essai qui a échoué, un document complet structuré avec la mise en page, les sections des détails juridiques si nécessaire. J'ai testé ça avec un contrat et avec le montage vidéo et avec l'association de Claude à Excel. Je vous le ferai dans ma vidéo qui va s'afficher ici. Je lui ai demandé de se comporter comme un expert qui a de l'expérience dans la gestion des fichiers Excel et le rendu final a été vraiment incroyable. Il a fait des recherches et il a vérifié les informations et il m'a livré un résultat très net. Mais d'abord, assurez-vous d'avoir les bases avant d'utiliser Code pour un travail bien spécifique. Là, je vous expliquerai le pourquoi dans la suite de cette vidéo avec les espaces prévus pour tout. Mais ce n'est pas toujours ce que vous pouvez faire avec le code. Code ne fait pas que des documents, des fichiers Excel. Il peut aussi remplir des documents existants. Vous lui donnez un PDF vierge, un formulaire, un sondage de 40 pages, de 50 pages. Il le remplit pour vous. Avec précision, il coche les cases et il met les informations au bon endroit. Il imagine des réponses courantes si vous lui demandez. Et si quelque chose le manque, il vous pose la question. Est-ce que ça va ou pas? Ce qui impressionne personnellement, c'est la précision. Même le logiciel dédié n'arrive pas toujours placer les informations exactement là où il le faut. Mais Claude, lui, le fait avec efficacité, naturellement. Et pour la partie designer, parce qu'on ne parle pas seulement de documents de thèse, Claude est capable de créer des supports visuels d'un niveau que vous n'allez jamais imaginer. Des faits par de marquage avec une vraie typographie, une vraie mise en page, des affiches professionnelles, des cartes de vœux, de visite, des supports que vous n'aurez probablement pas su créer vous-même sur Canva en plusieurs heures de travail. Vous activez tout ça, allez dans vos paramètres Claude, dans les capacités et activez les artefacts, la visualisation intégrée et l'exécution du code. C'est ce qui lui permet d'être aussi performant sur ce type de tâches. On passe à la deuxième étape qui est les compétences. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le problème avec Claude par défaut, c'est que si vous lui demandez deux fois la même chose, vous risquez d'obtenir deux résultats complètement différents. Pas la même structure, pas le même ton, ni même le format. Les compétences résolvent exactement ce problème. Ce sont des instructions précises, des processus détaillés que vous donnez à Claude pour qu'il sache exactement comment se comporter dans un contexte donné. C'est comme former un employé, vous lui expliquez une fois comment faire quelque chose et après, il le fait toujours de la même manière, avec la même qualité, sans que vous ayez besoin de le répéter. Anthropic a mis déjà plusieurs compétences à disposition gratuite sur la page GitHub. Et les plus importants que vous deviez installer dès aujourd'hui sont les suivantes en fait. La première, c'est la compétence de création de compétences. Grâce à elle, Claude va vous guider pour créer vos propres compétences de manière optimisée. Sur le point de départ. Le second, c'est la compétence de PDF. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai montré sur la vidéo de Excel, vous allez remarquer à quel point il est très important que la consultation de votre compétence soit au centre de ce que vous êtes en train de faire. Parce que lorsque vous générez en erreur une facture, parce que nous le savons tous que l'IA, avec un débutant, vous aurez un résultat de débutant. Mais avec un professionnel, vous aurez un résultat de professionnel. Si vous êtes un data analyst, ou bien un économiste, ou bien voire même un comptable dans une boîte, vous deviez savoir comment utiliser Excel. Maintenant, intégrer l'IA à ces compétences, vous serez vraiment incroyable dans votre entreprise. Et c'est naturel par rapport à un débutant, bien un stagiaire qui vient de postuler pour juste quelque chose dans votre boîte. Et la compétence est vraiment indispensable.
c'est celle c'est comme le designer front-end. Si vous créez des sites web, des applications, des interfaces, cette compétence va garantir chaque fois le résultat soit au niveau. Enfin, les compétences PowerPoint et Word, parce que ces formats ont leur propre sans contraintes techniques et avoir une compétence dédiée a une vraie différence dans la qualité finale. Une fois que vous avez installé les compétences de base, vous pouvez en chercher d'autres créées par la communauté. Mais attention, avant de télécharger n'importe quelle compétence trouvée en ligne, faites-la analyser par Claude Code d'abord. Donnez-le le lien, il vérifie et seulement après vous l'installez. Le troisième point est celui-là, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, pas du tout. Claude va systématiquement aller dans votre sens. Il a été plutôt conçu pour que vous soyez satisfait, pour que vous reteniez dans la vie quotidienne, c'est agréable. Mais quand vous prenez de vraies décisions sur votre business, vos investissements, vos projets, c'est dangereux. Par contre, si vous avez Claude Code comme un outil, qui valide toutes vos idées, mais même les meilleures têtes dans le monde de l'IA ont remarqué ce problème. Mettre l'IA sur toutes vos idées, ça pourrait être aussi fatal pour vous. C'est ce que je viens de répéter en fait. Et il y a 3 façons de le contourner. La première, aller dans les paramètres, dans les instructions personnalisées et écrivez-lui explicitement qu'il doit être 100% objectif avec vous, qu'il n'a pas le droit de vous flatter ou vous flatter. Puis si une idée ne tient pas la route, il doit vous le dire absolument. Ces instructions s'appliquent à toutes vos conversations. C'est un changement simple qui fait une vraie différence. La deuxième étape, soyez conscient du biais et rappelez-lui régulièrement dans vos prompts quand les enjeux sont importants. La troisième, c'est ma technique préférée. Sortez-vous de l'équation. Au lieu de lui demander est-ce que mon idée est bonne, demandez-le si tu étais un investisseur à qui on présentait ce projet. Qu'est-ce que tu lui dirais? Là, il n'est pas influencé parce qu'il sait de vous. Il est 100% objectif et les réponses que vous obtiendrez vous seront infiniment plus honnêtes et vraiment utiles. Le quatrième point, l'avant-dernier, si vous êtes un utilisateur sérieux de Claude et que vous n'avez jamais ouvert l'interface Claude Code, vous passez à côté de quelque chose d'important. Et ne soyez pas effrayé par le nom. Ce n'est pas réservé aux développeurs ultra intelligents. Si vous voulez apprendre, vous finirez par maîtriser les choses. L'essentiel, c'est de la volonté. Ce que Claude Code vous donne, que l'interface classique ne donne pas, c'est le contrôle. Vous choisissez le niveau d'effort que Claude va mettre dans chaque tâche, maximum pour les projets importants. Et les tâches simples, vous voyez exactement combien de tokens vous consommez. Vous avez une visibilité sur votre fenêtre de contexte. Et ça, c'est crucial parce que quand vous dépassez la capacité de Claude à traiter l'information, il commence à halluciner, il invente des choses et vous n'en savez rien si vous n'avez pas cette visibilité sur l'interface classique. Vous n'avez aucun moyen de savoir où vous êtes sur Claude Code. Vous le voyez en temps réel par les tâches importantes, les projets avec les enjeux et moi-même personnellement avec Claude Code, lorsque je l'utilise sur Anti-Gravity, à un certain moment donné, il bug. Je lui présente une erreur pour la solution. Il te dit que la solution, je viens de le trouver. Le problème, je viens de le résoudre, mais tu retournes sur la plateforme, tu tapes la commande npm run dev et puis tu as toujours les mêmes problèmes qui continuent. Ça, ce sont les erreurs de débutant que je lui ai fait par le passé, mais avec l'habitude d'utiliser Claude Code de jour en jour, voilà ce que j'ai fini par comprendre. Et c'est ce que je suis en train de partager avec vous dans cette vidéo. On va continuer pour le 5e point et qui est aussi le dernier. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage la vidéo pour que l'algorithme aussi montre la vidéo à des personnes plus intéressées. Le 5e point le plus important de tout ce qu'on vient de voir ne fonctionne vraiment pas bien si Claude ne vous connaît pas. S'il sait qui vous êtes, ce que vous faites, quels sont vos objectifs, vos priorités, votre contexte, la mémoire de pause, c'est de l'or. Et la plupart des gens la laissent se gérer de manière autonome et aléatoire. Claude décide tout seul ce qui est important à retenir et il peut très bien mémoriser l'achat de votre machine à café plutôt que les priorités de votre business ou bien à quelle heure il doit faire le rapport pour un client, ainsi de suite. Ce que vous devez faire, c'est le conseil le plus important de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est créer votre propre fichier de contexte, un document qui explique précisément qui vous êtes,
ce que vous faites, vos objectifs actuels, vos chiffres clés, vos priorités, vous le copiez dans les paramètres mémoire de Claude et vous le mettez à jour une fois par mois, voire même une fois par semaine si vous êtes très rigoureux. De ce qui sera présent à chaque jour, plus chaque réponse que vous observez de Claude sera pertinente, personnalisée et utile. C'est ce qui sépare ceux qui utilisent vraiment Claude de ceux qui pensent l'utiliser. Et pour vous, vos projets avec plusieurs clients, utilisez les projets Claude. Chaque projet a sa propre mémoire isolée. Claude ne confondra jamais un client avec un autre. C'est simple, puissant et presque personne ne le fait, bizarrement. Voilà les 5 points. Si vous n'appliquez ne serait-ce que 2 ou 3 dès aujourd'hui, vous serez déjà au-dessus de 90% des utilisateurs de Claude. Mon numéro est dans la description. Si vous voulez qu'on en parle, ou bien vous voulez une orientation plus précise, n'hésitez pas, on en parlera du business des compétences mémoire workflow complète. Écrivez-moi directement en description par mon mail ou bien par hasard et on construit quelque chose de sérieux ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Minox. Restez abonnés et partagez la vidéo. On est ensemble. Peace out. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un bouleversement littéralement monumental. Pendant des années, on a tous été fascinés par cette intelligence artificielle capable de converser, de rédiger des textes, de s'exprimer de manière super fluide. Eh bien, oubliez ça. Les rapports qu'on analyse aujourd'hui montrent que cette époque purement théorique, c'est déjà de l'histoire ancienne. L'industrie technologique est en train de basculer dans une toute nouvelle dimension. L'IA ne se contente plus de générer du texte, elle exécute. Elle agit pour de vrai. C'est le passage historique de l'intention à l'action. Alors, pour bien comprendre ce que ça implique quand l'IA commence à agir, imaginons un instant qu'on est un stagiaire. Mais un stagiaire absolument brillant, le genre de collaborateur qui a des connaissances théoriques infinies, qui a tout lu, tout assimilé. Le hic, il n'a aucune idée de la façon de mener un projet de A à Z dans le monde réel, ni d'utiliser les outils de l'entreprise. Jusqu'à très récemment, l'IA, c'est exactement ça, un génie inexpérimenté. Mais que se passe-t-il quand ce profil acquiert soudainement de l'expérience pratique et commence à faire les choses tout seul? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Ce qui nous amène à notre première partie, l'ère de l'expertise. En fait, on assiste au tout premier changement de paradigme majeur de la décennie. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'ancienne dynamique centrée sur le savoir. En gros, une IA qui fait office de super dictionnaire et qui recrache de l'information brute. Et de l'autre, on a cette transition fulgurante vers l'expérience, c'est-à-dire l'exécution tangible. On ne donne plus des petites instructions isolées, non. On transmet à la machine une véritable mémoire procédurale. Des méthodes concrètes, des compétences qu'elle peut utiliser sur le terrain remplacent les simples mots. La machine devient un véritable expert pratique, capable d'appliquer des méthodologies professionnelles du début à la fin. Passons à la deuxième partie, au-delà des limites, un basculement qui s'est opéré entre la fin 2025 et début 2026. Le point de rupture précis, d'après les documents qu'on a épluchés, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie du contexte. C'est une approche officiellement adoptée vers septembre 2025, et honnêtement, ça a complètement balayé la structure traditionnelle du fameux prompt, qui était très éphémère. Cette ingénierie du contexte donne à la machine une compréhension globale et surtout persistante d'un projet entier. Fini les requêtes jetables. Maintenant, on est sur une collaboration en continu où le système garde en mémoire les objectifs, l'environnement et tout l'historique des actions. Pour vous donner une idée, comparons un peu. D'un côté, on avait des outils précurseurs comme Claude Code. Super innovant, c'est vrai, mais avec des abonnements hors de prix, des limites de crédit hyper strictes et le pire, des baisses de qualité soudaines en plein milieu d'un boulot pour économiser des ressources. Frustrant, non? Et puis, boum, l'arrivée de Codex 2.0 d'OpenAI, boosté par le recrutement de quelques ingénieurs clés. Là, c'est une autre histoire. Un accès gratuit, des limites de traitement colossales, bref, une automatisation fluide sans se ruiner. C'est littéralement la puissance de calcul rendue accessible à tous. Troisième partie, des applications bien réelles. Et là, c'est vraiment l'escalade de l'émerveillement. On va commencer par un truc qu'on connaît tous, à la gestion de ce fameux dossier d'ordinateur totalement chaotique. Vous savez, ce dossier rempli de captures d'écran bizarres et de fichiers en vrac. Eh bien, donnez l'accès de ce dossier à Codex 2.0 et la magie opère toute seule. L'agent ne se contente pas de lire les extensions de fichiers. Il analyse visuellement les images pour faire la différence entre une photo de vacances et un document de travail. Il décortique les vidéos plan par plan, il lit les métadonnées cachées et il renomme absolument tout avec une logique implacable. En un clin d'œil, le chaos laisse place à un ordre parfait. Allez, on passe au niveau supérieur. L'IA devient un véritable consultant en stratégie. L'exemple cité dans nos sources est fascinant. C'est un projet d'ouverture de boulangerie à Cadiz. À partir de cette simple intention, la machine part fouiller le web pour analyser la concurrence locale et elle génère toute seule un modèle Excel complet sous nos yeux. Et ça s'accélère. Elle sort des prévisions financières sur 13 mois, elle calcule le seuil de rentabilité, les flux de trésorerie avec des scénarios basiques, optimistes ou conservateurs.
Un travail de titan qui prenait des semaines auparavant, bouclé en un instant. Alors, le secret de fabrication derrière tout ça, ce sont les fameux MCP qu'on appelle aussi simplement des compétences ou skills. C'est quoi? En fait, ce sont des capacités natives qui permettent à l'intelligence artificielle de se connecter à des logiciels hyper complexes et d'apprendre à les manipuler. Et le truc dingue, c'est que ça marche même sans intégration API officielle ni tutoriel. La machine apprend à utiliser l'outil exactement comme le ferait un humain. Ça fait sauter absolument toutes les barrières d'apprentissage habituelles. Pour vous montrer à quel point c'est puissant, prenons l'exemple de Blender. C'est un logiciel de modélisation 3D réputé pour être, disons-le, sacrément complexe. Eh bien, l'IA installe elle-même un pont de connexion via le bon port réseau, elle pond le code Python en arrière-plan et elle modélise une voiture en 3D. Mais attention, l'étape suivante est stupéfiante. En voyant que la voiture générée est toute grise, le système se dit que c'est un complet et il prend l'initiative, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, d'appliquer une texture translucide et une belle peinture rouge. C'est une vraie proactivité créative, c'est fou. 4e partie, du code au business. Toutes ces petites initiatives autonomes, ça marque en fait le passage de l'automatisation de microtâches à une véritable génération de valeur économique massive. Les analystes appellent ça la transition du bytecoding au business coding. Avant, le bytecoding, c'était demander à l'IA de nous faire une petite interface sympa pour une appli. Mais le business coding, ça va beaucoup plus loin. Avec les nouvelles plateformes, le but c'est de générer des outils directement opérationnels, qui stockent des données sécurisées, qui gèrent des paiements, bref, des flux de revenus concrets générés en quelques minutes. Si on prend des plateformes de pointe comme Atoms, l'ancien Meta GPT, l'approche classique est complètement dépassée. Imaginons qu'on demande un système de réservation de salle de réunion, des équipes d'IA vont carrément bosser en parallèle en mode compétition pour trouver la meilleure architecture. Et ce qu'on obtient à la fin, c'est pas juste une maquette, c'est un produit fini avec une URL active, des bases de données intégrées, un panneau d'administration et même une connexion Stripe pour encaisser les paiements. C'est littéralement une idée qui se transforme en entreprise clé en main. Et l'impact économique de ce bond technologique, il est tout simplement colossal. Pour vous donner une idée, les données montrent qu'un géant comme Rakuten a vu une accélération de 80%, oui 80%, sur l'ensemble de ses flux de travail financier en intégrant ces méthodes d'exécution procédurale. Un tel gain de vitesse, ça transforme complètement la productivité et la rentabilité d'une entreprise à grande échelle. Mais attention, cette puissance ne s'arrête pas aux portes des grandes entreprises. Au quotidien, ça marche aussi avec des automatisations qui tournent en tâche de fond. Par exemple, on peut très bien dire à l'IA de s'activer tous les jours à 10h du matin. Elle va scraper les actualités de la tech, créer des infographies parfaites pour LinkedIn et même mettre à jour un tableau de bord personnel comme l'appli LiveOS pour gérer les finances ou les objectifs en se déployant toute seule sur des serveurs comme Vercel. Tout ça en silence, comme un vrai centre de contrôle de vie. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, l'impératif de sécurité. Forcément, quand on délègue autant de pouvoir et d'autonomie à une machine, il faut rester ultra vigilant. Aujourd'hui, on compte plus d'1 million de ces compétences qui exigent un accès direct et local au disque dur. Et il faut bien comprendre un truc. Installer ça, c'est pas comme télécharger une petite application sur son téléphone. Ça revient à donner à un programme hyper intelligent un accès super profond à des fichiers privés, des processus internes et des données sensibles. Et les risques statistiques sont bien réels. En 2026, une grande analyse sur ces fameuses compétences communautaires a révélé qu'un taux impressionnant de 13% présentait des vulnérabilités critiques en matière de sécurité. C'est énorme, et ça prouve qu'on ne peut absolument pas faire n'importe quoi avec les accès informatiques. Heureusement, nos sources donnent des pratiques défensives solides. La règle d'or, arrêtez de voir ces outils comme de simples jouets. Il faut utiliser des logiciels d'audit spécialisés, comme Skillaudit, avant d'installer quoi que ce soit, et bien sûr, vérifier la réputation des créateurs sur des plateformes comme GitHub, c'est le b.a.-ba. C'est avec ce genre de rigueur que cette technologie restera un outil de liberté créative et non une gigantesque faille de sécurité. Tout ça nous amène à une réflexion philosophique vraiment marquante tirée des documents. La technologie a enfin rattrapé notre volonté. C'est tellement vrai. Historiquement, l'ingéniosité humaine s'est toujours cognée contre les murs de l'exécution technique ou du manque de compétences. Aujourd'hui, ce mur est tombé. L'exécution technique, on s'en décharge, ce qui veut dire que la créativité, la stratégie et l'imagination redeviennent le centre absolu du jeu. Ce qui m'amène à notre conclusion. On n'a plus besoin de s'inquiéter de ces lacunes techniques pour donner vie à une idée brillante. Face à un tel potentiel, la seule question qui reste en suspens, c'est tout simplement quel est le prochain grand projet qu'on va lancer. Parce qu'avec une expertise mondiale directement intégrée dans nos machines, la seule vraie limite, c'est notre vision. Merci d'avoir suivi ces décryptages et on se dit à très vite pour explorer de nouvelles innovations.